Au Togo, les autorités ont lancé des mandats d'arrêt contre des membres du groupe M66. Selon le gouvernement, la majorité des citoyens togolais qui appellent à manifester sont basés à l'étranger. Il accuse également les réseaux sociaux non régulés d'être une menace pour l'état de droit et les tient pour responsables des manifestations de juin dernier contre le régime de Faure Gnassingbé. Bonjour, alors aujourd'hui on plonge dans une situation politique qui est devenue assez tendue au Togo. Il y a eu l'émission de mandats d'arrêt internationaux. Oui, visant spécifiquement des membres d'un groupe appelé M66. Exactement. Le gouvernement togolais en fait les accuse d'inciter à manifester contre le régime de Faure Gnassingbé et apparemment souvent depuis l'étranger. C'est ça, et en utilisant beaucoup les réseaux sociaux. Le gouvernement considère que ces réseaux, quand ils ne sont pas régulés, ils sont un vecteur majeur de déstabilisation. Ils pointent d'ailleurs leur rôle présumé dans les manifestations qu'il y a eu en juin dernier. Pour eux, c'est une menace directe pour l'état de droit. Oui, la fermeté est très claire. On a même cette déclaration assez forte du ministre de la Sécurité qui dit « Peu importe où ils se cachent, on ira les chercher ». C'est direct. Ah oui, c'est très direct. Et ça ne s'arrête pas là ? Le gouvernement qualifie carrément le M616 de groupe terroriste. Ah oui, quand même. Oui. Il faut rappeler aussi que le nom M616, ça vient de la date d'anniversaire du président. Ça ajoute une petite dimension symbolique, disons. D'accord. Et on sait combien de personnes sont visées ? Pour l'instant, les mandats ciblent nommément 4 membres. Et cette accusation de terrorisme, elle est évidemment très grave. Elle suggère une intention qui irait au-delà de la simple contestation politique. C'est-à-dire ? Selon les termes des autorités togolaises, ça viserait à déstabiliser toute la sous-région. Les documents qu'on a consultés présentent le M66 comme une organisation structurée, opérant en partie depuis l'extérieur du pays. Voilà un peu le tableau. D'accord. Ça, c'est pour les faits tels qu'ils sont rapportés. Mais ce qui est intéressant dans les documents qu'on a parcourus, c'est qu'il y a aussi une analyse critique assez pointue qui est développée. Oui, et c'est là, je trouve que ça devient particulièrement révélateur. Les textes soulèvent la question d'une possible différence de traitement. Une différence de traitement, c'est-à-dire ? Une différence de traitement médiatique et politique entre ce qui se passe au Togo et, disons, des crises similaires dans les pays voisins qui font partie de l'AES, le Mali, le Burkina, le Niger. Ah oui. Et comment cette différence est décrite ? Il y a des termes forts qui sont employés ? Oui, on trouve l'expression « silence complice » dans certains écrits. L'idée avancée, c'est que si des dirigeants de l'AES avaient tenu des propos comme ceux du ministre togolais... On ira les chercher. Voilà. Ou s'ils avaient pris des mesures aussi radicales contre des opposants basés à l'étranger, eh bien la réaction internationale aurait été, selon ces analyses, immédiate et beaucoup plus critique. D'accord. Les textes imaginent une sorte de scénario contrefactuel, en quelque sorte ? Exactement. Ils imaginent une couverture médiatique intense, des condamnations officielles en cascade, des éditoriaux enflammés. Est-ce qu'ils donnent des exemples concrets pour appuyer cette idée de contraste, des médias précis par exemple ? Oui. Les analyses mentionnent spécifiquement RFI, Jeune Afrique, des médias qui, selon ces sources toujours, sont souvent promptes à critiquer les régimes militaires de l'AES. Et ces mêmes sources suggèrent que ces médias seraient restés relativement discrets sur cette affaire togolaise. L'argument, c'est imaginer les mêmes déclarations venant des présidents Goïta, Traoré ou du général Tchiani. Ça aurait provoqué une tempête médiatique et diplomatique. Donc l'idée centrale, c'est vraiment un deux poids, deux mesures. C'est ça. C'est le cœur de la critique présentée dans nos sources. La sévérité des actions du gouvernement togolais serait, vue sous cet angle, accueillie avec, disons, moins d'indignation que les actions similaires dans l'AES. Et est-ce que les textes avancent des pistes pour expliquer cette différence présumée ? Pourquoi y aurait-il ce traitement différencié ? Alors, les documents ne vont pas très loin dans l'explication des causes profondes, mais on peut lire entre les lignes. Ça sous-entend que les relations diplomatiques du Togo, qui sont différentes de celles plus tendues de l'AES avec certaines puissances occidentales, pourraient jouer un rôle. D'accord. Peut-être aussi la perception de la légitimité des régimes ou les enjeux de stabilité régionale vus différemment ? Probablement, oui. Tout ça pourrait influencer la façon dont les situations sont couvertes et commentées sur la scène internationale. Donc, ce cas togonais met en lumière plusieurs choses. D'abord, cette tension classique entre sécurité nationale et liberté d'expression, surtout avec le numérique. Oui, absolument. Mais aussi, et c'est le point clé de notre analyse aujourd'hui à partir de ces sources, ça expose potentiellement les dynamiques géopolitiques
et médiatiques qui peuvent façonner la perception des crises en Afrique de l'Ouest. Tout à fait. On a d'un côté un gouvernement qui dit défendre l'ordre public face à une menace qu'il qualifie de terroriste, et de l'autre, une lecture critique issue de nos sources qui pointe un traitement médiatique et politique jugé inégalitaire par rapport aux voisins. Ce qui pose forcément la question de la cohérence, voire de l'objectivité des réactions internationales, n'est-ce pas? Exactement. Et ça nous laisse avec une interrogation qui va au-delà de ce cas spécifique. Une question issue de cette exploration des sources. Au fond, qu'est-ce qui détermine vraiment l'intensité, la tonalité, la nature de la couverture médiatique et des réactions politiques face aux actions des différents gouvernements dans cette région?